RMC After Afrique. Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Afrique, notre podcast 100% football africain. 2 fois par mois, des invités, des débats qui vont nous amener jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. La CAN 2025 qui débute le 21 décembre, comme chaque semaine. À chaque épisode, Hamza Ramani est à mes côtés. Salut Hamza. Salut Nico, salut à tous. On va te retrouver mon cher Hamza, beaucoup d'actualités, 3 débats, 3 thèmes. Cette semaine dans l'After Afrique, ce sera bouillant, ça va être chaud puisque nous allons évoquer notamment le bilan des clubs africains dans la Coupe du Monde des clubs. Échec ou pas, aucun qualifié pour les 8e de finale, tous recalés dès la phase de groupe. On va en débattre ensemble. Et puis, débat Ballon d'Or avec un homme qui adore cette récompense, c'est Roland Courbis qui est à nos côtés. Achraf Hakimi mérite-t-il autant que les autres, voire plus que Lamine Yamal, que Ousmane Dembélé par exemple, d'être sacré Ballon d'Or? Et surtout la grande question, est-ce que l'Afrique va pousser pour la candidature et la victoire de l'international marocain? Et puis coach Courbis est à nos côtés également, car il revient au relais d'un nouveau trophée dans sa carrière d'entraîneur, son immense carrière d'entraîneur. Une deuxième Coupe d'Algérie remportée avec son club, l'USMA d'Alger. Il a fait un coup de main, il va nous raconter ça. Salut coach. Salut les amis et salut à tous. La première dans l'After Afrique, on est très heureux de t'accueillir. C'est parti pour le numéro 12 de l'After Afrique. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC. On est très nombreux, beaucoup d'invités. Il y a coach, mais il y a aussi un ami de l'After, supporter numéro 1 des éperviers du Togo, journaliste à New World TV. Et il est avec nous Henri Akodo. Salut Henri. Salut Nico, salut au plateau. Salut. En direct de la Coupe du Monde des clubs justement. Tu es où là Henri? Je suis aux États-Unis à New Jersey, précisément à 15 minutes du stade du MetLife. Est-ce que tu vis ton rêve américain? Qui va accueillir la finale. Pardon? Est-ce que tu vis ton rêve américain là Henri? Bien évidemment, avec une compétition assez intéressante quand même. On va en parler avec toi, bien sûr. On accueille également Mohamed Abdel Ghani du compte 11 Masser, spécialisé dans le football égyptien. Bonjour Mohamed. Bonjour Nicolas, bonjour Hamza, bonjour coach Roland. Salut. J'espère que vous allez bien et j'espère que nos auditeurs sont présents aujourd'hui. Ils sont présents, ils sont très nombreux, n'en doute pas Mohamed. On va parler de la Coupe du Monde des clubs avec toi aussi, à la ligne dans un instant. On parlera aussi de Mohamed Salah. Est-il lui aussi un candidat pour le Ballon d'Or? Tu nous diras ce qu'on dit chez toi en Égypte. Alors c'est parti les amis, la Coupe du Monde des clubs, on a eu la confirmation de ce que l'on savait déjà. Un gouffre sépare encore le foot européen du football africain et même du football sud-américain. Aucun des 4 clubs, Hamza, du continent n'a réussi à sortir des poules, mais certains ont mieux figuré que d'autres, hein. Bien sûr, je parle d'Al Ahly, Égypte et l'Espérance sportive de Tunis, Tunisie, Mamelodi Sundowns, Afrique du Sud et le Wydad Casablanca, tous recalés dès la première phase. Globalement, avant qu'on entre dans le détail, messieurs, est-ce une immense déception? On en avait parlé dans l'After Afrique. On avait quelques espoirs concernant certains clubs plus que d'autres, mais au final, ça l'a pas fait, Hamza. C'est une déception, une immense déception peut-être pas, mais non, une déception. Une déception parce qu'il y a des scénarios de matchs qui tournent dans un sens et pas dans l'autre. Mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre, on pouvait espérer au moins voir un club africain en 8e de finale, peut-être même 2. Et ce qui fait mal finalement quand on fait le bilan, on regarde les 8e de finale, on a beaucoup de clubs européens, beaucoup de clubs sud-américains, en tout cas les 4 clubs brésiliens sont présents. On a même un club de la zone CONCACAF, en l'occurrence l'Inter Miami, un club asiatique avec Al Hilal, le club saoudien. Et finalement, le club africain n'a pas réussi, aucun club africain n'a réussi à se trouver en 8e de finale. Donc il y a des regrets pour certains, des résultats logiques pour d'autres. Mohamed, je me tourne vers toi directement parce que tu as une équipe concernée, c'est Al Ahly qui est un peu le Real Madrid du continent africain avec ses nombreuses victoires en Ligue des Champions de la CAF. Comment on a vécu ce parcours? Je rappelle quand même que Al Ahly a fait nul contre l'Inter Miami, a été battu par Palmeiras et il y a eu quand même un 4 buts partout face à Porto. Est-ce vécu comme une immense déception? Alors, comme l'a dit Hamza, c'est une déception pour les clubs africains en général, mais pour Al Ahly, c'est vu comme une grande déception en Égypte parce qu'il y a eu tout cet abattage médiatique, on va dire, dans le sens où les médias égyptiens nous ont plus ou moins mis dans la tête cette idée que Al Ahly va représenter l'Afrique, l'Égypte, les pays arabes en général, et aller loin dans cette compétition vis-à-vis justement
le groupe d'El Ahly, par exemple, par rapport à d'autres clubs africains, était vu beaucoup plus, je dirais pas facile, parce que Palmeiras, pour moi, est un grand club d'Amérique du Sud, et Porto, malgré leur saison difficile en championnat, ça reste quand même Porto, mais même après le tirage au sort, ce qui était prévu pour El Ahly, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait ce mercato-là avec l'arrivée de plusieurs internationaux comme Trezeguet, Benrahma, ou même des joueurs qu'ils ont réussi à shipper à leur rival historique, le Zamalek, comme Ben Sharki, qui est un ancien du Zamalek et du Wydad d'ailleurs, et Zizo, qu'ils ont réussi à shipper en fin de contrat, alors que c'est top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire du Zamalek. Il y avait cette idée de justement faire quelque chose, d'aller jusqu'en 8e, jusqu'en quart de finale. Et il y a toujours cette idée, notamment par rapport même au début de saison d'El Ahly. El Ahly ne voit pas la champion africaine comme une finalité, mais plus la Coupe du Monde des clubs. Ça vient aussi parce que, bon, El Ahly est un habitué de la Ligue des champions africaine et il la gagne quand même assez souvent. Dernièrement, cette année, c'est Pyramids qui gagne la Ligue des champions africaine, mais on restait sur plusieurs Ligues des Champions d'affilée pour El Ahly. Donc oui, il y a cette idée de déception, mais pour El Ahly, elle est quand même beaucoup plus grande que pour les autres clubs africains, notamment au vu des dépenses sur ce mercato. Coach, tu as observé cette Coupe d'Afrique des Nations, cette Coupe du Monde des clubs, pardon. Est-ce que tu es déçu globalement par le rendement des clubs africains? On rappelle que les budgets sont 10, 20, 30, 50 fois, 70 fois inférieurs, notamment aux concurrents européens. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on peut être déçu, mais ça se joue aussi à vraiment pas grand-chose. Donc quand je vois ce qui se passe dans certains matchs, Miami avec Messi et tout, je crois que ça aussi c'est une déception. Donc c'est au moins à mettre dans le même sac que la déception des clubs africains. Et notamment l'Égypte, évidemment que ce club-là est un grand club qui a un palmarès extraordinaire, mais bon, c'est pas facile. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans la fin du championnat. Quand, par exemple, on voit, nous, en Europe, ce qui s'est passé pour l'Inter dans la fin de ce championnat, qui ont lutté contre Naples pour justement terminer sans enlever les mérites de Paris Saint-Germain, mais de là prendre 5 buts dans une finale de Champions League, c'est quand même très, très surprenant. Donc c'est vrai qu'on pourra aussi, après, s'attendre à ce que dans la prochaine Coupe du Monde, toutes les équipes soient préparées pour être assez en forme pour cette Coupe du Monde. Sinon, si c'est pour terminer fatigué, mais vraiment fatigué, et pour risquer aussi d'augmenter les possibilités de blessures dans les semaines et les mois à venir, c'est vrai que pour rattaquer la saison à venir, il va falloir que les préparateurs physiques, les staffs et tout, soient vraiment très, très, très compétents et très minutieux. Un garçon comme justement Hakimi, quand on voit le nombre de matchs qu'il a pu faire et certains d'autres joueurs, la moitié des matchs d'Hakimi, c'est quand même obligatoirement, c'est une obligation de faire attention à ça. Exactement. Henri, toi, comment ça a été vécu cette Coupe du Monde des clubs en Afrique? Il y avait beaucoup d'espoir, on l'a dit, pour Al Ahly. On espérait aussi que les Mamelodi Sundowns, autre mastodonte du continent, franchissent la phase de groupe. Je rappelle, les Mamelodi Sundowns ont plutôt bien figuré quand même. Il y a cette victoire contre les Sud-Coréens d'Ulsan. Il y a une défaite 4-3, loin d'être infamante, contre le Borussia Dortmund, même si c'était mené 4-1. Et il y a ce 0-0 contre Fluminense qu'on a retrouvé même en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Quel bilan on tire en Afrique, Henri? 12 rencontres disputées pour les clubs africains dans ce tournoi. 2 victoires, vous l'aviez rappelé. Celle de la formation de l'Espérance de Tunis face à Los Angeles Galaxy et la victoire de Mamelodi Sundowns face à Ulsan. Et le bilan, il est brutal, il est insipide. Une élimination prématurée au premier tour pour les 4 clubs africains. Et c'est quand même décevant. Il y avait énormément d'espoir qui reposait sur le national Al Ahly du Caire, en dépit du fait qu'ils ont perdu le sac en Ligue des Champions. C'est quand même une équipe qui compte dans le giron du football africain. 12 Champions League de glaner pour la formation égyptienne.
au-delà du fait qu'ils ont fait des recrutements, ça et là, au dernier moment, il y avait quand même de très belles promesses pour cette formation qui a bien démarré face à l'Inter Miami. Ils ont fait preuve d'inefficacité offensive alors qu'ils avaient dominé outrageusement cette formation de l'Inter Miami. Derrière, moi j'ai suivi le match face au FC Porto, avec un scénario littéralement renversant. Ils étaient menés, ils sont revenus au score, ils ont pris l'avance. 4 buts partout à l'arrivée. Ils étaient passés pas si près de la qualification. La formation du National Al-Ahly qui, à la fin, a obtenu 2 points en 3 matchs. C'est vraiment décevant. Après, Mamelodi Sundowns également s'est bien comporté, mais ils ont fait preuve de naïveté lors de leur dernière rencontre et ça laisse à désirer. Et puis, quand on analyse de près, on peut constater, vous l'aviez aussi dit, sur les 32 équipes qui ont participé à ce tournoi ici aux États-Unis, les équipes africaines sont les moins classées sur le plan budgétaire. Toutes les 4 équipes africaines sont dans les 8 équipes qui n'ont pas assez de moyens voilà, par rapport au budget. Et cela peut expliquer un peu le résultat un peu insipide de ces clubs-là. Henri, je me tourne vers Hamza aussi, c'est quasiment l'unique explication. On peut créer un exploit. On n'est pas passé loin de la qualification pour les 8e de finale, on en parle à l'instant. Mais le gouffre financier explique le gouffre sportif. Bon, en toute sincérité, les budgets des clubs sud-américains ne sont pas les mêmes que les clubs africains. L'excuse du budget pour certains clubs africains, je n'y souscris pas. Et je pense notamment à Al-Ahly, parce que c'est le club qui, à mes yeux, sur la fenêtre de mercato avant la Coupe du Monde, a réalisé sur les 32 clubs le meilleur mercato. Ils ont tapé tout ce qu'ils ont pu taper d'exceptionnel. Trezeguet, international égyptien titulaire en sélection, ils le rapatrient. Zizou, international égyptien titulaire en sélection, ils le prennent. Ben Ramdan, titulaire international tunisien et titulaire en sélection, ils le prennent. Combien de temps avant le début de la compétition, Hamza ? Quelques jours avant la compétition, mais forcément quand tu ramènes de telles plus-values sur un groupe, et je suis désolé encore une fois, mais Palmeiras, Inter, Miami, Porto, c'est pas le groupe de l'Espérance. L'Espérance, ils ont eu Flamengo, ils ont eu Chelsea, ils ont fait la Coupe du Monde que l'on attendait. Al-Ahly, sincèrement, quand tu regardes les matchs, tu te dis pas ils vont terminer à 2 points, mais ce sont sur des instants clés de match. Je pense au premier match, le match d'ouverture face à l'Inter Miami, tu domines assez nettement la première période, t'as un penalty, c'est pas très aiguë de le frapper, c'est Abou Ali, le Palestinien, qui doit le frapper, c'est lui le tireur désigné. Trezeguet qui fait son retour, veut prendre le penalty, il le rate. Finalement, tu fais 0-0 et en fait, ça condamne ta compétition. Le 4 partout face à Porto, c'est anecdotique parce que finalement, le match nul dans l'autre côté ne pouvait pas te permettre de te qualifier. Mais le match nul face à Porto, tu mènes 4 fois au score. 4 fois au score et tu te fais rejoindre à chaque fois. Donc il y a eu des manques du côté d'Al-Ahly et je suis beaucoup plus exigeant avec le club égyptien que je ne le suis avec l'Espérance, par exemple, qui en battant le Los Angeles FC a fait ce que l'on attendait de lui, s'est offert une finale face à Chelsea, un match pour la qualification. Malheureusement, en plus, il n'y avait pas Blayley qui était suspendu. Ce match, ils le perdent, c'est quelque chose de logique. Mais c'est vrai que Al-Ahly, c'est une grosse déception. Bon, après, déception, tu as raison, mais tu l'as dit aussi, ils sont arrivés quasiment en dernière minute. Coach, je tourne vers toi. Quand tu as des joueurs aussi impactants peuvent-ils être, ce sont clairement des renforts pour Al-Ahly. S'ils arrivent une semaine avant, qu'est-ce que tu peux en tirer réellement, à part un talent brut ? Je pense quand même, je ne vais pas changer le calendrier, je ne vais pas changer la fin des saisons, mais je crois que les saisons se terminent au 30 juin. Donc il faudra se pencher pour la prochaine fois où il y aura plus de temps pour se préparer. Qu'est-ce qu'on fait avec les nouveaux joueurs? Qu'est-ce qu'on fait avec les anciens joueurs? Quand, par exemple, tu as une équipe qui termine un championnat au mois de juin, donc cette équipe-là n'a plus le même entraîneur, comme c'est le cas par exemple au Real Madrid, n'a plus les mêmes joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs qui restent? Est-ce qu'ils partent? Est-ce qu'ils sont autorisés par leur futur club? Donc il y a beaucoup de choses qui pour moi doivent s'améliorer, sinon cette coupe ne sera jamais une coupe plus sérieuse et plus importante que la Coupe d'Europe et que la Champions League. Mais coach, d'autant plus qu'a priori, on va passer à 48 clubs dans 4 ans pour la prochaine Coupe du Monde des clubs, de 32 à 48. Alors certes, je pense que ça fera plus de clubs du continent africain, Hamza, donc plus de chances également.
mais on va se noyer dans un calendrier encore une fois interminable, une densité de matchs folle. On ne sait pas où elle se jouera. Ça peut être en Arabie Saoudite par exemple. Ça n'a pas encore été décidé. Il y a un élément quand même, peut-être qui, a tendance à rendre le tableau un peu plus clair, Mohamed, c'est aussi les retombées financières. Alors certes, Al Ahly est un des plus gros budgets du continent africain. Al Ahly va quand même percevoir, grâce à la Coupe du Monde des clubs, 11 500 000 $. Le Wydad, c'est 9,5 millions de $. L'Espérance Sportive Tunis, 11,5. Mamelody Sundowns, 12,5. Est-ce que ça, c'est un sujet, c'est au moins une satisfaction pour le club égyptien, Mohamed? Une satisfaction, c'est difficile de voir ça comme une satisfaction parce que Ahly et Sundowns sont les deux clubs les plus riches d'Afrique, avec Pyramids, certes, parce que Pyramids, c'est l'argent émirati, etc. C'est l'argent du propriétaire d'Al Jazeera, je crois, le club émirati. Mais est-ce qu'on peut voir l'argent comme un point positif dans cette compétition pour Al Ahly? Non, parce que Al Ahly n'a pas besoin d'argent. Al Ahly n'a pas besoin de vendre. Jusqu'aujourd'hui, Al Ahly essaye au maximum de convaincre Wissam Abou Ali de rester en Égypte, alors qu'il y a une offre de 9 millions de $ d'Al Rayyan au Qatar. Al Ahly peut se permettre de convaincre ses joueurs de rester face à des offres alléchantes. Al Ahly n'a pas besoin d'argent. Al Ahly a recruté pour cette compétition. Et malheureusement, c'est comme tout au long de la saison, il y a toujours eu des problèmes, que ce soit au niveau de jeu, des polémiques en dehors des terrains. Avant la finale de Supercoupe d'Égypte, il y a des polémiques en dehors des terrains, avec le coach qui a des tensions avec certains joueurs qui ont des tensions entre eux, des problèmes dans le vestiaire concernant la rémunération parfois la rémunération de certains par rapport à leur niveau de jeu, etc. Il y a eu des problèmes globalement tout au long de la saison chez Ahly, et pour moi ça s'est reflété sur cette compétition dans le sens où tu arrives, premier match de la compétition, le tireur attitré de penalty, c'est Wissam Abou Ali. Mais parce que Trezeguet, c'est l'enfant du club, il revient avec un statut et qu'il a été acheté pour une grosse somme d'argent et qu'il perçoit certainement le salaire le plus haut dans la grille salariale du club, il veut être l'héros du club, il veut être celui qui délivre le club dans son premier match en compétition, dans la compétition. Donc, il y a toute cette question d'ego, etc., qui a fait que pour moi, Al Ahly, ça reste quand même une grande déception. J'arrive pas à voir quelque chose de positif ressortir de cette compétition, à part le dernier match où, dans un match un peu ping-pong face à un Porto, un peu à la ramasse, tu arrives à marquer 4 buts. Donc tu te dis, on a la force de frappe offensive, on a un attaquant qui a marqué un triplé, qui figurait dans les meilleurs buteurs de la compétition. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et je trouve que, comme l'a dit un pote à moi, un supporter d'Al Ahly, parce que je lui ai posé la question, est-ce que toi, tu retiens quelque chose de positif de cette compétition? Il a dit, honnêtement, non, on a rassemblé les Avengers pour rien. C'est un peu triste de le dire, mais sur le papier, c'est une équipe avec beaucoup d'internationaux et qui, pour moi, a déçu lors de cette compétition, n'a pas montré le niveau qu'on attendait, comme par hasard, comme un club comme Sundowns, par exemple, qui a montré un beau visage et qui s'est fait avoir sur la naïveté défensive et peut-être aussi sur le dernier match, manquer de solutions devant. Mais Al Ahly, pour moi, c'est la plus grosse déception et j'arrive pas à sortir quelque chose de positif. Bon, c'est clair en tout cas. Hamza, tu veux rajouter quelque chose? Non, je suis d'accord sur Al Ahly et juste valorisons quand même ce qu'a fait les Mamelody Sundowns. Tu parlais de naïveté et à juste titre. Le match face à Dortmund, Nico, tu disais qu'il perdait 4-1. Il mène 1-0 surtout et le but du 1 partout, il arrive sur une erreur de Ronwen Williams. Donc voilà, et c'est d'ailleurs ce que disait Ronwen Williams à l'issue de l'élimination des 4 clubs africains. Il disait c'est pas un hasard, il manque forcément quelque chose. Maintenant, il y a 4 ans de travail pour essayer de réduire un petit peu cet écart et revenir lors de la prochaine Coupe du Monde avec l'ambition d'aller toucher les 8e de finale. Il faudra être patient, c'est dans 4 ans la prochaine Coupe du Monde des clubs, donc pour nos équipes africaines. Allez, on tourne la page et on passe à ce débat
qui intéresse beaucoup de gens parce que la lutte est plus ouverte que jamais quasiment. La conquête du Ballon d'Or, bien sûr. Ousmane Dembélé serait le grand favori, notamment après son but en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Encore un peu plus grâce à son but en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid, en Mondovision, devant un club mythique. Mais il y a aussi Achraf Hakimi, une petite musique qu'on entend de plus en plus auprès du Paris Saint-Germain, des supporters du Paris Saint-Germain. Pourquoi ne parle-t-on que d'Ousmane Dembélé et pas assez d'Achraf Hakimi, l'homme aux plus de 65 matchs cette saison et la plus grande régularité? Coach, toi, le Ballon d'Or, c'est pas un sujet pour toi? Ça ne t'intéresse pas? Le foot est un sport collectif. J'ai toujours trouvé ça stupide et illogique. Maintenant, attention que on progresse à tout âge et dans tous les secteurs. On a quand même fait des progrès parce qu'au départ, le Ballon d'Or, il y avait les joueurs de champ qui étaient mélangés avec les gardiens de but. Donc maintenant, on a quand même réussi à être intelligent, de sortir les gardiens de but pour faire le trophée Lev Yachine. Mais il reste quand même les joueurs de champ. Et dans les joueurs de champ, je ne demande pas, d'ailleurs, qui je suis pour demander quelque chose, mais ça ne m'empêche pas d'être passionné et de donner des idées ou de donner les stupidités que l'on peut avoir. Donc je ne dis pas qu'il faut avoir 10 ballons d'or à 10 postes différents. J'aimerais quand même qu'on fasse au moins 2 ballons d'or pour le joueur offensif et le joueur défensif. Si après, on me mélange les pinceaux en m'expliquant que Hakimi, il va se jouer avec Lamine Yamal, mais on n'est pas dans le même sport là, donc il y a deux choses totalement. Donc toi tu me dis, j'ai compris, tu me dis s'il faut un ballon d'or défensif c'est Hakimi, un ballon d'or offensif c'est Lamine Yamal. C'est ce que tu me dis? Ou Dembélé. Ah voilà, ou Dembélé. Oui. Tu choisis pas. Non, parce que c'est difficile. Après, évidemment que ça serait tout à fait logique qu'on dise Dembélé par rapport à la saison qu'il fait, par rapport aussi. Bon, à ce qu'il est capable de faire, mais Lamine Yamal, qui n'a pas eu le plaisir ni la possibilité de jouer la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde des clubs, fait quand même une certaine saison, une énorme saison. Donc voilà. Donc avant de regarder ça, essayons d'améliorer ce Ballon d'Or que j'ai toujours trouvé stupide. Et donc, excusez-moi d'avoir la prétention de trouver le Ballon d'Or. Ah non, mais t'as tout à fait le droit et c'est très partagé. Justement, c'est intéressant qu'on ait Mohamed et Henri sur le sujet. Savoir comment, en Afrique, notamment dans le monde arabe et au Maroc en particulier, on vit cet événement. Ce sera à partir de fin septembre, le 22 septembre, la remise du trophée. Achraf Hakimi, que tu as rencontré d'ailleurs, Henri, pendant cette Coupe du Monde des clubs, lui, il n'en parle quasiment pas. Autant Ousmane Dembélé dit ouvertement qu'il veut être Ballon d'Or. Il a en plus l'appui du Paris Saint-Germain et notamment de son président Nasser El-Khelaifi qui dit bien sûr, c'est évident, s'il ne l'a pas, il faut changer le Ballon d'Or. Ça n'aura aucun sens. Quand on regarde les stats, effectivement, celles pour un défenseur, en l'occurrence Hakimi, sont extraordinaires. 15 buts, 16 passes décisives. Toute compétition confondue, joueur le plus constant du PSG d'août 2024 à juillet 2025. Décisif encore ces derniers jours dans la Coupe du Monde des clubs. Henri, quel regard tu portes là-dessus? Et tu as rencontré Achraf Hakimi, est-ce que tu en as parlé avec lui? Exactement. Hier, j'ai eu la chance de l'avoir en zone flash interview après le match et je lui ai justement posé la question de savoir s'il souhaite être le prochain Ballon d'Or. Et par rapport à ses statistiques qui sont vraiment affolantes et par rapport à sa débauche d'énergie pour apporter une valeur ajoutée à la formation du PSG, il a répondu, vous pouvez deviner, tout simplement qu'il est au service du collectif. Voilà. Et que c'est un débat de journalistes. C'est vrai qu'il est heureux d'être parmi les joueurs pressentis pour aller chercher le Graal, mais il ne fait pas attention à cela parce qu'il donne tout pour le PSG. L'essentiel pour lui, c'est de gagner des titres collectifs avec la formation parisienne. Et, de mon avis personnel, moi je pense que Achraf Hakimi, aussi modeste qu'il soit, mérite aussi d'être cité parmi les joueurs pressentis pour aller chercher le Ballon d'Or. Parce que regardez un peu sa saison, elle est phénoménale. Un joueur correct, exceptionnel sur son couloir droit, capable de répéter les courses à haute intensité, des fréquences d'appui dynamiques, il prend le couloir, il s'intègre au milieu de terrain, il est capable de délivrer des passes décisives. Ses retours défensifs sont quand même importants pour la stabilité défensive du PSG. Il est l'un des artisans phares
cette saison formidable, scintillante que le PSG est en train de réaliser, et il peut amplement mériter voilà, de terminer dans le tiercé final de ce prochain Ballon d'Or, à mon avis. Mohamed, il y a forcément Ousmane Dembélé. Mo Salah était encore dans la course, hein, mais j'imagine que maintenant, après la domination du Paris Saint-Germain, que ce soit en France, en Ligue des Champions et peut-être en Coupe du Monde des clubs, Mo Salah n'est plus un candidat. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mohamed ? Non, moi je pense que Salah n'est plus un candidat depuis un moment. Mais en Égypte, par exemple, on continue de demander est-ce que Salah peut être, par exemple, dans le top 10 ? Est-ce que on essaie toujours de mettre son nom en mentionnant Hakimi, parce que en Égypte, on a ce côté un peu, on va dire, panarabiste, dans le sens où, vu qu'Hakimi fait une grosse saison, on veut voir Hakimi Ballon d'Or. C'est ce qui est dit dans les médias égyptiens. Mais même en parlant d'Hakimi, on va quand même mentionner Salah pour se dire, quand même, il y a quand même un Égyptien dans le top 10. C'est pour un peu pour se rassurer un peu, en quelque sorte, sur la saison de Salah, notamment parce que les stats, il les a. Il est champion d'Angleterre, mais face à Nuno Mendes, voilà. Tout à fait, on s'en souvient. Parfois, c'est compliqué. Parfois, un match, 2 matchs sur une confrontation aller-retour. Le Ballon d'Or, parfois, il se joue sur des détails. Et Salah, sur les détails, il a perdu son Ballon d'Or, je pense, contre Paris, en Ligue des Champions. Dans les détails. Avec le fait que, un Ballon d'Or, un joueur offensif et défensif, c'est comment on fait pour trancher ? Bien sûr. D'ailleurs, l'histoire le raconte, coach. Seul défenseur récompensé, Beckenbauer, Matthias Sammer, Fabio Cannavaro, c'est des centraux. Le seul latéral droit qui s'en est approché, c'est Roberto Carlos, deuxième en 2003. Henri, tu voulais prendre la parole, je crois ? Oui, je pense que, oui, en termes de régularité, de constance, d'impact dans le jeu, Achraf Hakimi est en train de faire une saison royale, une saison majuscule. Mais il y a d'autres joueurs au sein du PSG qui font une saison idyllique, notamment Ousmane Dembélé. Et moi, je crains un émiettement des voix au moment du vote, parce que quand on regarde les critères, on parle du caractère décisif des performances de ces joueurs. Et à ce niveau, il y a plusieurs joueurs qui ont émergé aujourd'hui au PSG, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, des joueurs, Achraf Hakimi. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'émiettement de voix à la fin pour les joueurs du PSG? Voilà un peu là où le bas blesse, un peu le petit bémol pour Achraf Hakimi. Hamza, est-ce que il faudrait, tout à l'heure il parlait de panarabisme, Mohamed, justement, une sorte d'unité derrière un candidat pour le Ballon d'Or. Est-ce que ça existe, ou est-ce que justement le monde arabe est trop discret dans son travail de lobbying, parce qu'il n'y a pas de lobbying autour d'Achraf Hakimi? Il y a le monde arabe, il y a le monde africain en général. Rappelez-vous de Sadio Mané, le Ballon d'Or de Sadio Mané, si on ressort les votes. Et puis, il faut rappeler quelque chose. Le mode de désignation aujourd'hui du Ballon d'Or pour le titre individuel et donc les votes, ça a évolué depuis, je crois, 2 ou 3 ans maintenant. C'est 100 journalistes des 100 fédérations au classement FIFA. Exactement. Et si aujourd'hui, à date, on devait prendre le top 100 du classement FIFA, on aurait 22 pays africains, donc 22 journalistes de nationalité africaine qui voteraient pour un joueur. Donc, on est sur, si on doit arrondir, on va dire 20% en quelque sorte, un cinquième. Est-ce qu'un cinquième c'est suffisant? Non. Donc effectivement, je te rejoins Nico, là peut-être faire quelque chose dans justement le lobbying, mais encore une fois, moi je suis pas fan de la fibre identitaire. Il faut voter pour un joueur parce qu'il est africain. C'est une question de mérite, et justement les arguments sportifs qui peuvent amener à un vote pour Achraf Hakimi et faire prendre conscience aux journalistes partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Océanie. Je ne sais pas si la Nouvelle-Zélande est dans le top 100, mais tous ces pays-là, si justement, avec cette volonté de porter Achraf Hakimi, tu leur apportes des arguments sportifs, là, effectivement, on peut entrer dans quelque chose d'intéressant. Mais voter pour un Africain parce qu'il est africain, ça n'a pas de sens.
Mais Hakimi le mérite. Donc pourquoi est-ce qu'il le mérite? Parce qu'il a les arguments sportifs. Parce qu'en termes de latéral, il a des statistiques offensives extraordinaires. Parce que c'est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison en termes de minutes jouées, plus même que les gardiens de but. Parce qu'il y a tout un tas d'arguments. Parce qu'il était décisif en quart de finale, en demi-finale et en finale de Ligue des Champions. Il a marqué. Il y a des dizaines d'arguments qui peuvent apporter de la valeur et apporter du poids à la candidature, entre guillemets, même si lui refuse pour l'instant de se porter officiellement, en tout cas candidat. Mais il y a des dizaines d'arguments qui peuvent penser à un mérite sportif pour donner l'attribution de ce ballon d'or à Hakimi. Et tu penses justement qu'on peut psychologiquement avoir envie de mettre ce joueur qui fait une saison extraordinaire, un peu par originalité, pour la première fois, ça serait un arrière droit qui serait ballon d'or, dans ce stupide ballon d'or illogique. Mais malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, et tu le disais en présentation, on est surtout sur les statistiques. Combien de buts a mis un tel, combien de passes D a fait ce joueur? Quand on parle des gardiens, le nombre de clean sheets, alors que et là je te rejoins totalement, coach, comment tu vas comparer un Ousmane Dembélé par exemple ou un Lamine Yamal à un Achraf Hakimi? Il y a des statistiques défensives qui sont pas visibles. On va forcément se focaliser, et en plus parce que c'est un latéral offensif qui a beaucoup marqué et beaucoup fait de passes D, on va se focaliser dessus pour Hakimi. Mais comment on va quantifier son apport dans le jeu de Luis Enrique, sa position parfois hybride? Voilà, il y a tout cet aspect-là qui rend effectivement compliqué la tâche de la simple comparaison entre un latéral et un joueur offensif. Est-ce qu'on parle dans l'histoire du Ballon d'Or d'une discrimination qui frapperait les joueurs africains? Il n'y a pas eu de Ballon d'Or africain, tu as parlé de Sadio Mané, Drogba l'a pas eu également, alors il y avait des monstres. Hein. Eto'o, Yaya Touré ne l'ont pas eu également. Mohamed, est-ce que c'est un sujet également? Est-ce que c'est une quête? Est-ce que ça rendrait fier non seulement le monde arabe, mais l'ensemble du continent africain, qu'un jour enfin un joueur du continent soit récompensé? Après Georges Weah. Après Georges Weah quand même, qu'il a eu. Alors oui, ça rendrait fier, mais dire que c'est une quête en soi, pour moi, c'est compliqué parce qu'un ballon d'or, ça reste individuel. Pour moi, ballon d'or, tu te représentes toi en tant que joueur et tu représentes ta nation. Maintenant, l'histoire de fierté continentale, certainement, mais dire que c'est une quête, c'est compliqué parce que plusieurs joueurs africains peuvent un jour rêver du ballon d'or. Donc, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est une quête de groupe? Je pense pas. Mais dire que oui, ça rendrait fier tout un peuple, tout un continent, oui, certainement. Après, pour cette histoire de discrimination, pour moi, j'ai pas de souvenir de joueurs africains, pour moi, qui étaient sur une saison vraiment un prétendant dans le top 3 Ballon d'Or, à part Mané, Salah et Samuel Eto'o. Et je trouve que Samuel Eto'o, c'est celui qui a eu le moins de chance comment dire, par rapport à ses classements. Je trouve que le niveau de Samuel Eto'o par rapport à ses classements au Ballon d'Or, il reflète pas vraiment ses saisons. Pour moi, Samuel Eto'o, par exemple, c'est un joueur pour moi qui méritait d'être dans le top 3 Ballon d'Or au moins 2 fois. Après, chacun c'est sa sensibilité foot. Parce que aussi, il faut prendre aussi la sensibilité foot de chacun. Et ça, pour moi, ça fait que le Ballon d'Or, ça peut jamais être objectif. Bien sûr. Le Ballon d'Or, c'est toujours quelque chose de subjectif, c'est de la sensibilité foot. Est-ce que les gens peuvent voter Hakimi? Oui, parce que Hakimi, c'est un joueur qui fait pas beaucoup de débats, c'est un top joueur. Mais il y a sa position, en fait. Excusez-moi, dans la façon dont on arrive à voter pour le Ballon d'Or, est-ce que, justement, le fait d'avoir dans la même équipe Hakimi, Dembélé, Vitinha, etc., ça diminue pas déjà les chances de ces joueurs-là? Ce dont parlait Henri, la dispersion des voix, alors qu'au Barça, tu as Lamine Yamal et Rafinha éventuellement, mais Lamine Yamal semble récupérer tous les suffrages c'est peut-être ce qui avait coûté le Ballon d'Or Barcelone à Vinicius l'année dernière aussi. Et ça se joue pas grand-chose avec Rodri était le seul candidat. C'est peut-être en 2018 aussi. Et Antoine Griezmann. À Griezmann aussi. Bien sûr. Exactement, en 2018. Coach, puisque tu es avec nous, on est heureux de t'avoir dans le podcast After Afrique. On parle des grands joueurs africains. On a parlé de Weah qui lui l'a eu en 95, le Ballon d'Or. Sortons du Ballon d'Or. Quels sont pour toi les plus grands joueurs du continent africain? C'est difficile. Qui te vient spontanément? Disons que
Eto'o, j'avais un petit faible pour lui, parce qu'avec un caractère particulier, une personnalité, je dirais même sérieuse et amusante. Bon, c'est difficile de trouver mieux, mais après, si on commence à chercher les bons joueurs africains, on va avoir une liste qui en termine pas. Allez, je sors. Tu mets Samuel Eto'o, tu sors Eto'o du chapeau. Voilà. Évidemment. Sauf qu'on jouera un jour à ça peut-être, hein, les joueurs les plus impactants du football africain notamment. Toi tu parles de Samuel Eto'o. Bon, on va suivre ça évidemment. Moi ce que j'aime chez Achraf Hakimi, c'est qu'il pense uniquement collectif. Il sait aussi qu'il ne peut pas faire sa propre promotion parce qu'il entraverait la stratégie de Nasser El-Khelaifi du Paris Saint-Germain, qui sait que c'est en choisissant Dembélé, Hamza, attaquant, donc profil plus susceptible de récolter le plus de voix. Le PSG a envie non seulement de gagner avec des champions, c'est fait, la Coupe du Monde des clubs et d'un Ballon d'Or, parce qu'on sait à quel point c'est important pour le rayonnement international. S'il ne peut pas s'appuyer sur le Paris Saint-Germain, il faut qu'il s'appuie sur le Maroc. On sait que la fédération marocaine fait du lobbying très très important, tout ce qui concerne pas seulement le football, mais même sur l'aspect géopolitique sur le continent africain. Autant aussi servir la cause d'Achraf Hakimi d'aller chercher ce Ballon d'Or. Exactement. T'imagines une Coupe d'Afrique à domicile avec le Ballon d'Or en titre ? Ce serait extraordinaire. Tout à fait. En plus, il est le capitaine de la sélection. Il va disputer la CAN à domicile dans quelques mois. C'est quand même un joueur qui s'est mis au service de son pays. Il faudrait encore le rappeler. Il a grandi en Espagne, formé au Real Madrid. Il pouvait attendre avant de choisir sa sélection. La Roja lui faisait des clins d'œil, mais il a choisi très tôt les Lions de l'Atlas. C'est dire sa fibre patriotique de son amour pour son pays d'origine. Voilà, il vient de battre l'Inter Milan, son ancien club, en finale des champions, le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Coach, c'est vrai qu'il nous manque un mot de ta part sur... T'as dit qu'il fait une saison exceptionnelle, on est tous d'accord pour le dire. Qu'est-ce que t'aimes chez Achraf Hakimi, au-delà de sa débauche d'énergie dont parlaient Mohamed et Henri, de sa qualité technique également? Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez lui? Toutes les qualités que peut avoir un footballeur, et aussi son utilisation. Je trouve que le fait de pouvoir se permettre, sans que l'équipe soit déstabilisée, de monter, de centrer, de faire des passes décisives, de marquer et tout, ça, c'est tout simplement parce que tu as une organisation qui a bien été calculée. Et quand, par exemple, j'entends parler de faux neuf, pour moi, un faux neuf, c'est un vrai 10. C'est-à-dire, c'est un numéro 9 qui décroche et qui vient filer un petit coup de main au milieu. Et Hakimi, c'est un faux arrière aussi. Donc, puisqu'il monte d'un cran, ce qui fait que quand on pense que le Paris Saint-Germain joue en 4-3-3, non, en vérité, il y a 5 milieux, il y en a 3. Il y a Hakimi qui monte et un autre qui décroche. Si c'est pas 2. Parce qu'il y a Dembélé qui décroche, et Doué aussi, et Barcola s'il est sur l'autre côté. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un garçon qui a toutes les qualités, et aussi le plaisir et la chance d'être utilisé pour qu'on en tire 100%. Bon, il y a le Ballon d'Or, ça c'est mondial. Il y a aussi le Ballon d'Or africain. A priori, on peut légitimement penser qu'il est le grand favori là désormais. Oui, là je vois pas qui serait le joueur qui pourrait venir concurrencer Hakimi. On sait qu'il y a eu une déception l'année dernière lorsque Lookman avait récupéré ce trophée, cette récompense au Maroc en plus. C'est vrai que là, juste avant la Coupe d'Afrique, venir recevoir ce trophée à la maison, ça devrait être quelque chose, on peut l'imaginer, de normal, et c'est ce qui devrait arriver. Henri Akodo, après, vas-y. Il y a quand même l'international guinéen Serhou Guirassy qui sort aussi d'une saison c'est vrai. Co-meilleur buteur de la Ligue des Champions. À Dortmund, de la Ligue des Champions, comme buteur de la Coupe du Monde des clubs également, deuxième meilleur buteur de Bundesliga. Malheureusement, la tâche pour lui, c'est qu'il ne va pas faire la CAN, et avec sa sélection guinéenne, il n'a pas été performant et ça risque de le desservir, et je vois Achraf Hakimi s'imposer sans problème pour le Ballon d'Or africain 2025. Est-ce que Emmanuel Adebayor s'en est rapproché un jour, mon cher Henri Akodo? Je m'adresse à toi parce que tu es un grand supporter des éperviers. Alors, j'ai vu récemment, lors d'un échange sur Internet, Adebayor, il n'a pas aimé que la personne en face de lui, c'était un journaliste, je sais pas. Il lui dit pour moi, vous n'êtes pas une légende du football mondial. Emmanuel Adebayor a fait: comment ça, je suis pas une légende du football mondial? La FIFA me qualifie de légende du foot mondial. Je suis une légende du football mondial.
une séquence qui est devenue virale. Emmanuel Adebayor, c'est un personnage emblématique, un footballeur exceptionnel. Une saison fantastique avec Arsenal 2007-2008, où il avait terminé deuxième buteur de Premier League. Il avait raflé à l'époque le titre du meilleur joueur africain, Ballon d'Or africain. C'était à Lagos. C'était son meilleur classement d'ailleurs dans le Ballon d'Or mondial. Et à part ça, il y a plus rien par la suite en termes de performance individuelle, de haute attitude de la part d'Emmanuel Adebayor. Et dire qu'il est une grande légende du football mondial, c'est quand même prétentieux de sa part. Mais sur le ciel africain, c'est quand même une légende du football africain, à l'image des Yaya Touré, des Samuel Eto'o, des Didier Drogba et des George Weah. Bon, voilà. Un regard sur Emmanuel Adebayor, coach, quand même. Ouais, mais bon. Toi, t'aimes les joueurs, de personnalité. Alors, lui, pour le coup. J'ai eu le plaisir de le connaître. Bah, lui aussi, je le trouvais quand même énorme. Sacrément doué, Emmanuel Adebayor. Avant qu'on parle de ta rapide aventure en Algérie, coach, au relais de succès, les infos de l'After Afrique avec Hamza, info, puisqu'on est en plein mercato, info transfert. Oui, effectivement, Sunderland qui recrute Africain Shemseddine Talbi s'engage chez le promu en Première Ligue. L'ailier marocain arrive en provenance du club Bruges, transfert estimé à 23 millions d'euros. Les Black Cats qui viennent aussi de s'offrir la signature de Simon Adingra, le champion d'Afrique ivoirien, qui sort d'une saison peut-être un peu plus compliquée à Brighton, rejoint notamment le Sénégalais Habib Diarra, le Congolais Noah Sadiki, le Mozambicain Renildo et donc le Marocain Talbi. Et puis enfin, toujours en Première Ligue, Mohamed Kudus s'apprête à changer de club tout en restant dans la capitale londonienne. Après 2 saisons à West Ham, l'international ghanéen devrait s'engager dans les prochaines heures avec le vainqueur de la dernière Europa League, Tottenham. Un contrat de 6 ans l'y attend, transfert estimé 64 millions d'euros. On espère que Simon Adingra va relancer sa carrière, lui qui était un des grands hommes de la dernière CAN remportée par la Côte d'Ivoire. Tiens, j'avais une question concernant Mohamed Salah avec toi, Mohamed Abdelghani, je rappelle, du compte 11 Masser. Comment on a vécu la fin de saison de Mo Salah à Liverpool, surtout le suspense autour de son avenir? Est-ce qu'on se satisfait en Égypte qu'il reste chez les Reds? Alors, on se satisfait qu'il reste chez les Reds, bien sûr, parce que à cet âge-là, est-ce qu'il serait capable de recréer une légende comme il l'a à Liverpool à l'heure actuelle, où il marche dans la rue, c'est le roi de la ville? Je pense pas. Donc, dans l'idée, on est satisfait. On aurait aimé peut-être, il y a quelques saisons, qu'il parte pour le Real, à l'époque où il y avait quelques rumeurs qu'il envoyait au Real, parce que le Real, ça reste le Real, c'est le club en Europe, c'est le meilleur club du monde. Mais là, à cet âge-là, on se satisfait surtout qu'il ne soit pas allé en Arabie Saoudite comme d'autres. Parce qu'il y a toujours eu cette peur depuis 1 an, quand le contrat, la prolongation de contrat traînait un peu. Il y avait toujours cette peur qu'il aille en Arabie Saoudite, notamment par rapport à sa légende, etc. On se disait qu'il avait encore le niveau justement pour rester en Europe, pour rester à Liverpool, continuer à écrire son nom dans les carnets d'histoire. Maintenant qu'il a prolongé, on est très content. Parce que on a peur justement du cas de figure un peu Sadio Mané, qui au bout de 2 saisons après Liverpool, sa saison au Bayern, il fait une saison au Bayern, il part en Arabie Saoudite. Et ça, c'était vraiment une peur en Égypte. Mo Salah qui reste 2 ans de contrat, 2 ans de prolongation de contrat pour Mohamed Salah, coach. On est heureux de le garder sur le continent européen également, quoi. Ah bah oui, donc, mais là on a vu quand même les 6 premiers mois de cette saison. Je l'ai toujours trouvé bon, mais jamais aussi bon que ça. Et après, il a quand même un petit peu plongé dans la période où Liverpool a été éliminé par le Paris Saint-Germain. Alors, coach, on revient sur ta folle dernière semaine dans un pays que tu connais bien, que tu adores également, c'est l'Algérie. Je rappelle que tu as coaché pendant une saison l'USMA d'Alger, l'USMA tout simplement, l'Union sportive de Médina d'Alger, déjà avec une coupe d'Algérie remportée il y a 12 ans de cela. Et donc, tu es retourné au sein du club la semaine dernière, juste avant une nouvelle finale de Coupe d'Algérie.
que tu as remporté 2-0 face au CRB, le CR Belouizdad. Un derby, un club algérois là aussi. Un club algérois également. Disons que au niveau de comment ça s'est passé? Raconte-nous parce que... Au niveau de la responsabilité, on peut en parler, mais bon, il faut pas mélanger les choses. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est vrai qu'il y a une douzaine d'années, pas seulement la Coupe d'Algérie, on a gagné la Coupe d'Algérie contre le Mouloudia, qui est un petit peu le rival, c'est comme Paris Saint-Germain et l'OM. Ce sont deux clubs qui sont issus du même quartier, l'USMA et le Mouloudia, donc il y a une vraie rivalité, mais très saine. C'est incroyable. Tu traverses Bab el Oued, tu as des drapeaux avec la couleur du Mouloudia et des drapeaux avec la couleur de l'USMA. Donc, ensuite, la Coupe arabe aussi, on avait gagné, et le championnat, puisque je pars après 10 journées, après avoir aidé un petit peu la construction du groupe, et il y a une trentaine de journées. Donc on peut penser que si j'ai fait 10 journées sur 30, allez, on peut me mettre le titre aussi. Donc c'était pour moi une saison extraordinaire. Depuis cette saison-là, l'USMA n'a pas eu le plaisir et la possibilité de gagner. Donc il fallait que tu reviennes, quoi. Donc ils se disent, tiens, il y a peut-être une mascotte, il y a peut-être un porte-bonheur, ben on va éviter Roland. Et bon, ça s'est passé comme prévu, avec en plus la satisfaction que ce soit des supporters, que ce soit des journalistes, c'est le meilleur match de l'USMA de la saison. Si ma présence a pu C'était quoi ton rôle exact, coach, justement? T'étais quoi? Super conseiller du coach? Yannick Noah, PSG? Oui, allez, accompagnateur. Mais bon, je mélange pas les choses. Il faut féliciter en premier l'entraîneur, même s'il n'a pas eu la possibilité de se qualifier, puisqu'il était arrivé sur les 5-6 dernières semaines, et donc il a pu faire dans la Coupe d'Algérie uniquement la finale, ce qui est quand même une très bonne chose et une très bonne idée. Et ensuite... Bon, allez, si par exemple le fait que je sois là ait pu porter chance ou ait pu aller un petit peu plus motiver les joueurs et d'en avoir la satisfaction que, coïncidence, c'est le meilleur match de l'USMA de la saison, j'en suis très heureux. Si j'ai une petite part de responsabilité, j'en suis très heureux pour l'USMA, pour ses supporters et pour moi aussi. On rappelle que la victoire en finale de Coupe d'Algérie t'offre une qualification en Coupe de la Confédération, qui est l'équivalent de l'Europa League. Ils ont joué cette saison déjà. Oui, et l'USMA sort d'une saison compliquée en championnat où ils ont terminé 7e, donc ils ne pouvaient pas aller la chercher cette place. Donc c'est vrai que cette victoire, elle sauve la saison déjà, point de vue palmarès, parce qu'effectivement c'est une première coupe depuis plus d'une décennie, mais surtout le fait de retrouver une compétition dans laquelle l'USMA performe. Ils l'ont remporté en 2023, ils ont été demi-finalistes en 2022, la quart de finaliste, donc c'est bien de pouvoir exister encore sur la scène continentale. C'est un 9e trophée pour l'Union sportive de la Médina d'Alger, c'est qu'on en regarde beaucoup en Algérie également. Coach, ils ont terminé 8e également du championnat cette saison, les joueurs de l'USMA. Est-ce que tu notes, toi, 12 ans après, une évolution, une progression peut-être dans le jeu du championnat algérien, ou alors malheureusement on stagne, on a du mal à avancer, quoi? J'ai vu avant d'y aller, évidemment, je sais pas, regarder les matchs comme ça, oui, j'ai regardé beaucoup de matchs de l'USMA, beaucoup de matchs du CRB, et donc j'ai trouvé quand même l'USMA assez moyen dans l'ensemble, capable de faire mieux, ce qui a été le cas en finale. Mais après, je ne vais pas vous apprendre que le CRB était favori. Ce que je me suis permis de répéter, c'est que je me suis aperçu que dans le football, le favori n'était pas toujours le vainqueur. Donc, ça a été le cas. Mais sur cette lancée, je pense qu'il y a un bon entraîneur, il y a un bon staff. Les joueurs, il va falloir maintenant voir un petit peu qui va partir, qui va rester. Et tu sais très bien la différence que je fais entre une recrue et un renfort. Donc ça, je vais suivre toujours avec beaucoup d'affection ce qui se passe du côté de l'Algérie et ce qui se passe du côté de l'USMA. Mais que l'USMA, sur la lancée de cette coupe, puisse faire une très bonne saison la saison prochaine, je ne serais pas étonné du tout. Et en plus de ça, je leur souhaite.
Raconte-moi, c'est comment quand Roland Courbis il arrive à Alger, à l'aéroport, qu'on vient le chercher et qu'on le reconnaît dans la rue. Non, mais dis-le, arrête de faire le faux modeste, Roland, quand même. C'est quoi, ils se souvenaient de toi, les gens, ou pas là? C'est assez sympa. Ben oui, mais c'est difficile aussi. Non, mais au stade, c'était très sympa. Dans la rue aussi, évidemment. Mais là aussi, c'est pas de question de modestie ou de fausse modestie. J'ai l'habitude dans la rue, je passe ma vie à dire bonjour à 8 personnes sur 10 que j'ai pas le plaisir de connaître. Donc c'est pas ça qui a pu me changer. Il t'appelle coach ou il t'appelle Roland? Coach. Ça veut dire qu'ils écoutaient RMC peut-être aussi alors. Peut-être, mais aussi bon, à l'époque aussi, il y a 12 ans, il m'appelait coach. Henri, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que Roland est connu également en Afrique, au Togo en particulier? J'ai failli y aller au Togo. Oui, il est. D'aller partout quasiment. Il est connu. Oui, il est connu en Afrique. Je rappelle qu'il a déjà entraîné le Niger, le MENA du Niger, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. 1 mois et demi. Oui. Je les ai accompagnés, eux aussi, à la CAN, où on était un petit peu inquiets du groupe dans lequel on était tombé. Gabon, pays organisateur. Cameroun, Burkina Faso, non? Tunisie et Maroc. Non. Bon, c'était quand même difficile de se 2012. qualifier. Et on ne s'était pas qualifié, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Vas-y, Henri. Et d'ailleurs, c'était la première CAN de l'histoire du Niger, qui en a fait 2 par la suite. Et c'est quand même notable, c'est quand même notable par rapport au parcours du coach Roland Courbis en Afrique. Bon, c'est vrai qu'on aurait aimé. Et après, il a aussi entraîné plusieurs joueurs africains, coach. Vous avez aussi entraîné plusieurs joueurs, plusieurs internationaux africains. Quelques-uns, je crois, quelques dizaines, voire quelques centaines. Coach, c'est vrai qu'on aurait aimé te voir peut-être prendre un gros club africain et jouer avec des champions de la CAF. Ben oui, mais des fois ça tient. C'est un vrai lien avec le continent, donc. Des fois ça tient à pas grand-chose. Exactement. Coach, merci de nous avoir rendu visite dans. Merci à vous. L'After Afrique. Allez, l'USMA. Et allez, l'USMA. Peut-être que tu vas y retourner la saison prochaine pour rendre quelques services. Merci beaucoup à Mohamed Abdelghani du compte 11 Masser. Allez sur son compte également. Beaucoup d'informations. Il est très suivi. Merci d'être venu dans le podcast After Afrique. Merci à Henri Akodo, notre ami. Bonne fin de Coupe du Monde des clubs pour toi, Henri. Tu vas te régaler en finale. PSG Chelsea. Et merci à Hamza Ramani. On se retrouve, Hamza, pour un prochain numéro du podcast After Afrique. Merci également à Najib en régie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. RMC After Afrique.